Précédemment, au pays du loup, mes parents et moi avons suspendu nos observations phoniques et quitté le camp de base pour échapper à l'arrivée de l'hiver. Notre histoire avec la meute des Manitou ne fait pourtant que commencer. Le printemps approche et nous sommes déterminés à percer les secrets de Saint-Loup, pas comme les autres. Le pays du loup en hiver. Glacial, seul, inaccessible pour Monique, Reynald et moi. Par moins 30 degrés Celsius, la vie sauvage résiste. Chaque oiseau, chaque animal économise ses forces. Tout reste figé pendant des mois dans l'attente du printemps. Nous gardions le contact avec le pays du loup grâce à un ami qui habite le village le plus proche de notre camp de base. Chaque hiver, il s'y rendait une fois ou deux en motoneige pour vérifier si tout allait bien, pas trop de neige sur le toit ni d'arbres tombés. Il prenait des photos et nous les envoyait. En février 2008, il a remarqué beaucoup de traces de loups autour du camp, puis, en s'approchant du lac, vers la fin de mars, notre ami a eu la chance de photographier d'assez près un membre de la meute des Manitou. La fourrure de plusieurs mammifères nordiques pâlit durant la mue printanière, ce qui les rend très différents de ce qu'ils sont à l'automne. Ce loup ressemblait à Jimmy, mais on ne pouvait pas en être certain. Dès que la route forestière menant au camp est redevenue carrossable, nous étions de retour au pays du loup. Chaque printemps, notre première tâche consistait à rendre le camp et ses équipements fonctionnels. Ce mode de vie nous a appris ce que signifie la simplicité volontaire. Notre installation n'était reliée à aucun service d'électricité et d'eau potable. Pas d'accès à Internet non plus. On se débrouillait avec les moyens du bord. Notre seul lien avec la civilisation était un téléphone satellitaire que nous utilisions uniquement en cas d'urgence. À 3 kilomètres au sud. Le jour de notre arrivée, c'est à peine si nous prenions le temps d'admirer le lac. L'adrénaline nous maintenait dans un état de vive excitation et nous avions de la difficulté à dormir. Il fallait nous reconnecter au rythme de la nature. Et ça voulait dire ralentir, ralentir. Prendre à nouveau le temps d'écouter, de regarder et de ressentir le monde sauvage qui nous entourait. Curieusement, mes rêves de la première nuit avaient sur moi un effet d'apaisement.
Des sons inhabituels me font quitter le monde des songes. Comme le chœur des loups accompagne ce phénomène acoustique, je ne peux pas rester au lit plus longtemps. Le lac chante à cause de l'alternance du gel et du dégel de ses glaces. Cette musique envoûtante incite les loups à hurler. Je les sens tout près, cachés dans la pénombre. Quel temple merveilleux pour les épousailles de ces garrots à œil d'or. Le printemps est très propice à l'observation de la faune. Même si l'étude des loups demeure notre principal objectif, chaque espèce nous intéresse. Certains oiseaux migrateurs, comme les grues du Canada, arrivent alors qu'il y a encore de la neige au sol. C'est rassurant de constater que peu de choses ont changé et que le renard observé en octobre dernier chasse toujours près du grand marais des Bernaches du Canada. La saison des amours bat son plein chez les loutres de rivière. Parfaitement adaptées au milieu aquatique, les loutres se nourrissent surtout de poissons, de crustacés et de mollusques. Rien n'échappe à la vigilance des grues et des loutres. Celle-ci a repéré un danger. Un beau lynx du Canada. Mes parents et moi sommes aussi joyeux que ces loutres quand nous effectuons notre première sortie de repérage au pays du loup.
Nos plus proches voisins, d'un poids supérieur à 10 kilos, étaient les castors établis dans la baie ouest du lac, à 5 minutes de marche du camp. Des voisins discrets que nous avions appelés la famille Rondouillet. C'était un vrai bonheur de les retrouver chaque printemps. Les bouts de bois, éparpillés près de la berge, m'indiquent que les Rondouillets ont passé un bon hiver. Ils se sont nourris de l'écorce de tous ces bâtons, dont plusieurs serviront de matériaux pour rénover leur hutte. La glace mince qui se forme durant la nuit entrave les activités des castors. La zone d'eau libre autour de la hutte attire les canards, comme ces garrots à œil d'or. Plusieurs espèces bénéficient, d'une manière ou d'une autre, de la présence des castors. Les Rondouillets nous connaissent bien. Ils savent que Monique, Rénald et moi ne sommes pas plus dangereux qu'un orignal. Je vais rapporter ce bois grugé en souvenir de notre bon voisinage. Une famille de castors compte souvent des membres de plusieurs générations, comme chez le loup et l'humain. Parmi leurs activités sociales préférées, des parties de lutte amicale qui me font penser à de drôles de tangos. La baie des Rondouillets demeure pour nous un lieu privilégié pour l'observation. On devait attendre la fonte des neiges avant de pouvoir circuler sur les routes secondaires donnant accès aux secteurs les plus isolés du Pays du Loup. Alors, on passait beaucoup de temps à faire le guet dans la baie des Rondouillets toute proche. On pouvait même s'y relayer pour ne rien manquer, surtout quand nous savions que les Manitou rôdaient dans les alentours. Nos voisins castors ont l'air débonnaires, mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Pour assurer sa sécurité, chaque membre de la famille Rondouillet a appris comment déjouer les embuscades de son principal prédateur, le loup gris. C'est toujours avec une extrême prudence qu'un castor s'aventure sur le sol. Règle numéro 1. Avoir le vent de face pour flairer l'odeur d'un éventuel carnivore embusqué. Règle numéro 2. Choisir le moment où au moins un vigile est là pour avertir en cas de danger. Règle numéro 3. Toujours prendre au sérieux les cris d'alarme du merle d'Amérique. C'est Jimmy. Le loup repart bredouille. Les lacs ont perdu leur couvert de glace quelques jours plus tard, puis la fonte des neiges a enfin dégagé les vieux chemins forestiers. J'ai retrouvé Jimmy à une dizaine de kilomètres du camp de base, dans un secteur d'anciennes coupes.
Il n'avait aucune crainte de moi, même si j'étais à pied. J'éprouve une curieuse sensation en voyant le loup venir à ma rencontre. Un frisson de bonheur et de surprise. Rien à voir avec la peur. En réalité, Jimmy s'approche pour mieux flairer une odeur qui l'inquiète, et ce n'est pas la mienne. Pour une raison que j'ignore, le loup tient absolument à surveiller ce gros ours noir au loin, qui est à grimper sur un monticule de résidus forestiers. De là-haut, la vue est meilleure et les odeurs sont plus faciles à capter. Pourquoi diable Jimmy est-il si préoccupé par cet ours noir? Un urubu, des pigargues et des corbeaux, une journée de guet et le mystère entourant le comportement de Jimmy commence à s'éclaircir. La présence de ces charognards indique qu'il y a une carcasse tout près. Un butin qui appartient au Manitou. Jimmy semble le gardien, mais il y a probablement d'autres loups dans les parages. Les oiseaux ne sont pas les seuls pique-assiettes à surveiller. L'odeur de la carcasse est irrésistible pour n'importe quel ours noir amaigri après de longs mois d'hivernation. S'il n'en tenait qu'à lui, cet ours échangerait volontiers l'herbe pour des protéines. Un loup seul ne pourrait pas l'en empêcher. Son manque de combativité laisse supposer qu'il craint de s'attirer les foudres de la meute. Jimmy ne serait donc pas seul. Voilà Bigfoot. Des parties de la carcasse ayant été enterrées plus haut, le chef probable de la meute des Manitou marque les lieux. Nous voyons ce jeune loup d'1 an pour la première fois. Il ose se montrer uniquement parce que ses aînés le font. Dès que Bigfoot s'éloigne, le jeune loup se retire aussi. Il ne reste que Jimmy, qui s'empresse d'ajouter un autre genre de mise en garde olfactive.
Après quelques jours de guet, on s'est rendu compte que les Manitou venaient se nourrir, surtout durant la nuit. Peut-être à cause de la chaleur qui les encourageait à adopter des mœurs nocturnes, ou simplement parce qu'il n'y avait plus grand-chose à manger sur la carcasse. Quand les loups ont abandonné le secteur, nous avons pu aller à la recherche d'indices, sans risquer de les contrarier. Nous avons découvert des os, des poils noirs, et ceci. Une griffe d'ours que j'ai gardée en souvenir. Soit les loups avaient abattu un ours noir malade, blessé ou affaibli, soit la meute l'avait trouvé mort. L'ours pouvait aussi avoir été tué par un congénère cannibale que les Manitou avaient par la suite spolié de sa proie. Nous ne le saurons jamais. Plusieurs nouveaux personnages feront leur apparition au cours des prochains épisodes. Certains appartiennent au grand orchestre du monde sauvage. Un autre surpasse en élégance tous les loups que j'ai eu la chance d'observer. Vive le mois de mai! Vinöke mahinge